Bonjour, ici Nadège Esteban, créatrice et organisatrice du sommet francophone des entrepreneurs de leur vie, une série de vidéoconférences pour vous aider à prendre votre vie en main et créer la vie que vous aimez. Aujourd'hui, nous allons parler de potentiel et plus précisément comment oser faire briller votre potentiel. Alors pourquoi cette thématique? Parce que je suis profondément convaincue que nous avons tous un potentiel et au-delà de cela, je suis même profondément convaincue que c'est de notre devoir d'exprimer et de faire briller notre potentiel au monde. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à nos côtés Mélissa Normandin-Roberge qui va justement venir vous parler de comment faire briller votre potentiel. Mélissa Normandin-Roberge est entrepreneure, conférencière, coach, maman et experte en paillettes. Elle aide les organisations, les entrepreneurs et les individus à se démarquer, prendre conscience de leurs valeurs et faire briller complètement leur potentiel pour atteindre les plus hauts sommets. Elle a développé une multitude de projets avec les plus grands du showbiz québécois, tels que Sugar Sammy, Vincent Vallière, Marie-May, Marc Dupré, Philippe Bon et plusieurs autres. Bonjour Mélissa. Bonjour Nadège, ça va bien? Oui, ça va et toi? Oui, vraiment très, très bien. Alors, je suis vraiment très heureuse de ta présence à nos côtés sur cette première édition du sommet virtuel des entrepreneurs de leur vie. Merci beaucoup pour le temps que tu nous accordes aujourd'hui pour cette interview. Merci à toi de l'invitation, vraiment. Alors, je t'ai sollicité parce que tu es quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Alors, tu m'inspires beaucoup par tes contenus, donc tes contenus que tu partages avec ta communauté, mais aussi euh, par l'énergie que tu dégages et par ce que tu incarnes. C'est ce que je voulais pour ce sommet. Je voulais à la fois des experts, mais aussi des personnes qui sont passées par ce parcours d'entrepreneur de leur vie, donc avec de belles réussites, mais aussi des obstacles. Et ce qui compte aussi beaucoup à mes yeux, c'est ta persévérance. Donc tu es quelqu'un de persévérante et c'est d'ailleurs une de tes marques de fabrique, si je puis dire. Et Oui. d'ailleurs, on va en reparler durant l'interview. Et il y a aussi une autre chose que j'adore chez toi, c'est que tu oses exprimer qui tu es et tu oses parler de paillettes, donc ton concept. Et donc, ça m'amène à ma première question. Qu'est-ce que c'est que ce concept de paillettes et pourquoi tu nous parles de paillettes? En fait, le concept est né vraiment, c'est une idée un peu loufoque. C'est que depuis que je suis toute petite, la paillette fait vraiment partie de ma vie. J'en porte toujours. J'ai toujours dit à mes parents que j'allais mettre de la paillette partout. Je demandais à mon père de me fabriquer des trucs, on mettait de la paillette dessus. Donc, ça part vraiment d'une idée un peu folle. Mais en fait, c'est que je me disais, la paillette, c'est unique. C'est très, très différent. C'est pas, il n'y a pas de moule uniforme pour la paillette. C'est pas carré, c'est pas circulaire, c'est pas rectangulaire. C'est le modèle qu'on veut bien prendre. Il n'y a pas de couleur définie. Et surtout, c'est que quand on se permet de mettre de la paillette, on se permet d'attirer le regard des gens. On se permet de se différencier des autres aussi. Donc, automatiquement, souvent, je l'ai dit en conférence, entrer dans une pièce où il y a de la paillette, c'est impossible de ne pas le voir. C'est impossible de ne pas être attiré directement par cette paillette-là. Donc, tout mon concept a été fait autour de ça, de se dire en entreprise et en affaires, en entrepreneuriat, quand tu veux te démarquer de tes concurrents, faut que tu mettes de la paillette. Et je faisais aussi beaucoup de parallèles avec, on associe la paillette au moment festif, donc à Noël, au bal des finissants, bal de graduation pour les adolescentes, aux événements très, très glamour des États-Unis, d'Hollywood et tout. Et moi, je pense qu'à tous les jours, ça devrait être festif. Donc, à tous les jours, on devrait mettre cette paillette-là, soit qu'on la porte pour vrai ou qu'on fait juste trouver un moyen de briller. Oh, ça c'est beau. Alors justement, notre paillette, comment on fait pour la trouver? En fait, c'est en étant unique. Je pense que plus on devient authentique, plus notre instinct à ce moment-là nous dit quoi faire, nous dit dans quelle direction aller, nous dit quelle personne doit être dans notre vie, nous dit un peu de quelle façon, en fait, est-ce qu'on peut vivre et être dans l'être. Je pense que c'est vraiment ça, c'est que à partir du moment où tu t'assumes complètement, où tu sais ta valeur, que tu connais ta valeur, que tu sais la personne que tu es, ça devient plus facile de briller parce que quand tu veux faire briller ta propre paillette, il faut d'abord et avant tout que tu te connaisses toi-même. Hmm. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne se connaissent pas ou qui n'osent pas nécessairement faire cette espèce d'introspection-là parce que ça amène des questionnements, ça amène des bouleversements, ça amène
parfois même des décisions très, très difficiles à prendre parce que quand tu es en cohérence avec qui tu es, il y a parfois des décisions plus difficiles à prendre qui ne feront peut-être plus partie de ta vie. Donc, je pense qu'à la base, c'est ça, c'est d'apprendre à se connaître, mais d'aller directement dans son authenticité, d'aller vraiment dans qui on est réellement. Alors, comment on fait pour justement arriver à bien se connaître et pouvoir justement toucher cette zone authentique de nous-mêmes? Euh, je pense qu'il y a une première prise de conscience à faire en fait, dans l'affichage de qui on est, c'est surtout d'apprendre à ne plus s'occuper du jugement des autres. Mm. Au-delà de se connaître, je pense qu'à partir du moment où on fait une coupure avec le jugement extérieur, qu'on se dit concrètement, en fait, qu'on fait la prise de conscience de les gens qui me jugent ou qui n'ont pas des bons commentaires sur moi ou qui passent leur temps à regarder qui je suis, est-ce que c'est réellement important pour moi? Est-ce que j'ai vraiment besoin de plaire à ces gens-là? Et moi, ça a été vraiment le début, là. Ça a été le point marquant de peut-être mon renouveau de qui je suis en tant que personne, c'est que je voulais beaucoup donner d'importance aux gens et à n'importe qui. Donc, les gens que je connais pas nécessairement ou des gens qui sont pas nécessairement importants dans ma vie, j'accordais énormément d'importance à ce qu'ils disaient de moi, à ce qu'ils pensaient de moi. Et finalement, ça n'a pas eu zéro. C'est pas quelque chose qui doit être important dans notre vie. Donc, je pense que le point marquant commence là. Et ensuite, c'est oui, de faire un bilan. Donc, de faire un bilan de nos forces, de nos faiblesses, de nos talents, de nos passions surtout. Moi, je suis vraiment allée là-dedans. C'est que j'ai redécouvert complètement ce que j'aimais. Je me suis permis de retourner beaucoup à ce que j'étais adolescente. Je pense que quand on réussit notre vie, c'est un gros terme, réussir sa vie, mais c'est qu'à quelque part, on a réussi à rendre l'adolescent qu'on a été fiers de nous. Puis moi, Mélissa adolescente, ben c'est Mélissa qui danse, Mélissa qui chante, qui a mille et un projets, qui a des idées de grandeur assez incroyables, qui veut voyager partout, qui veut avoir beaucoup d'enfants. Puis j'ai peut-être perdu ça au fil des années. J'ai peut-être justement fait taire la Mélissa adolescente. Et là, je reviens complètement, je réapprends à faire de la musique, chose que je n'avais pas faite depuis des années. Je me permets d'être un peu fofolle parce que ça fait partie de ma personnalité. Je me permets d'avoir des idées de grandeur. Je me permets de faire ce qui me plaît concrètement. Excusez-moi, c'est mon chat qui s'appelle Paillette. Ça finit plus cette histoire de paillettes-là. Donc, je pense que c'est ça, c'est de reconnecter avec l'adolescent qu'on a été dans notre fort intérieur. C'est là la première clé peut-être pour revenir à qui on est profondément parce que on change, on mature, on évolue, mais la petite partie de nous, enfants, ados, je pense que c'est celle-là qu'il faut aller rechercher pour reconnecter avec qui on est. C'est celle qui ne serait pas dénaturée par justement l'éducation, la culture, la famille, etc. Hmm. Oui. Quand on est enfant, ado, oui, il y a certaines personnes qui vont nous dire que ça se peut pas, mais on nous laisse encore le droit de rêver, puis on nous laisse encore le droit d'être qui on est. Tu sais, à l'adolescence, des fois, on va se rebeller, justement, on va arborer des coiffures qui n'ont pas de bon sens, des vêtements qui font souvent damner nos parents, mais il y a une petite partie de nous qui se cherche et qui commence justement à peut-être faire fi du jugement des autres, même si c'est un peu paradoxal parce qu'on essaie tellement de plaire à tout le monde à l'adolescence, mais il y a quand même quelque chose de profondément viscéral en dedans de nous. Donc, je pense que ça peut vraiment aider à au moins partir de ça, tu sais, de se dire, quand j'étais ado, qu'est-ce que j'aimais profondément? Qu'est-ce qui me faisait vibrer? Qu'est-ce qui me faisait sourire? Où est-ce que j'étais bien? Puis de reprendre un peu ça et de revenir à cette essence-là pour ensuite se reconstruire en tant qu'adulte. Hmm. Donc alors, une fois qu'on trouve notre paillette, ce qui nous rend unique, donc en se connaissant mieux, euh, comment on trouve la force, hein, ce courage aussi de d'oser l'exprimer, d'oser briller, faire briller notre paillette au monde extérieur. En fait, c'est plus on va aller dans la peur, plus on va affronter le jugement des autres, mieux on va se sentir. Et moi, ça a été libérateur. C'est vraiment des petites anecdotes, en fait, où j'ai fait, OK, là, je me lance, je le fais. Au pire, je ferai une folle de moi. Et plus je le faisais, plus je prenais confiance en moi et plus ce jugement des autres-là disparaissait. Je donne un exemple en conférence. J'étais dans une soirée avec une amie. En fait, on nous demande de nous habiller très, très glamour. Donc, moi, j'ai pas de trouble avec ça, là. Moi, m'habiller glamour, porter une robe, les cheveux, j'adore ça. Puis on n'a jamais l'occasion de faire ça. Donc, on s'habille de cette façon-là. Mais le problème, c'est qu'on doit aller ensuite souper dans un restaurant qui est à côté, mais les gens sont habillés de façon très, très normale, très conventionnelle. Donc, moi, je débarque avec ma robe de princesse.
et tous les regards se tournent vers moi, je veux mourir. Je veux vraiment mourir de honte, je suis pas bien, je suis en train de faire de l'angoisse, j'ai chaud, ça va vraiment pas bien. Jusqu'à temps que je réalise, mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui va arriver de grave que les gens me regardent? Et ça a été un élément déclencheur. Et depuis ce temps-là, je me pousse souvent à être peut-être contre-courant. Donc, quand je vais m'acheter, par exemple, c'est très superficiel, mais je vais m'acheter des pièces de vêtements que j'aurais peut-être pas osé avant. Maintenant, je m'oblige à les mettre, faire fi du regard des autres. Moi, je suis très, très grande dans la vie. Je mesure 5 et 8 et demi environ. Puis j'aime porter des talons hauts. J'adore ça. Puis avant, je m'empêchais de porter des talons trop hauts parce que j'étais trop grande dans une foule. Maintenant, je m'oblige à le faire et plus je me suis obligée, mieux je me sens. Donc maintenant, ben oui, je porte mes talons hauts. Puis des fois, ben, je porte des tresses même si j'ai 33 ans. Et ça ne définit pas la personne que je suis. C'est pas parce que je porte des talons hauts un soir que je mesure 6 pieds que ça fait quelqu'un de différent. Je reste la personne que je suis, mais je pense que de se sortir de sa zone de confort, d'oser faire des trucs qui peuvent être loufoques, qui peuvent être ludiques, ça nous oublie justement à ne plus se soucier de ce que les gens vont dire de nous. Puis maintenant, honnêtement, c'est sûr qu'un commentaire négatif, je vais en avoir des fois dans mes réseaux sociaux, puis ça vient m'atteindre. Ça m'atteint un 5-10 minutes maintenant au lieu de 2, 3, 4 jours avant. Mais maintenant, c'est si tu aimes ce que tu vois, tant mieux. Si tu n'aimes pas ça, tant pis. What you see is what you get. Waouh! C'est vrai que c'est pas toujours facile, effectivement, de faire face à la critique, à cette peur que l'on a de déplaire aussi, parce qu'on aimerait bien Oui, plaire, le jugement, la critique, la peur d'être ridicule aussi. Au quotidien, c'est effectivement pas facile, hein. Et- mais ça ne nous tue pas. Le ridicule, quand on dit l'expression le ridicule ne tue pas, c'est vrai. Le ridicule ne tue pas. C'est pas. En fait, c'est d'accorder, je pense. Est-ce qu'on accorde plus de valeur à ce que les gens vont dire ou on va accorder plus de valeur à ce que nous, on est? Mm. Et toute là la différence. Et moi, je suis maman de 4 enfants. C'est toujours ce que je leur enseigne parce que là, mes enfants sont dans un âge où, justement, à l'école, bon, l'autre fois, ma petite fille s'est fait dire que c'était une princesse. Puis j'ai dit, ben oui, t'es une princesse. Maman, c'est la reine des paillettes. C'est sûr que toi, t'es une princesse. Mais elle avait peur, elle commençait à avoir peur du jugement. Elle avait peur de s'habiller d'une telle façon ou de dire qu'elle aime des films de Walt Disney. Puis je me disais, ça se peut pas qu'à cet âge-là, déjà, on commence à accorder de l'importance à des gens qui n'en ont pas d'importance dans notre vie. Moi, j'accorde de l'importance à ma famille, à mes amis proches. Quand mon amie, une de mes meilleures amies, qui est très rationnelle, qui n'a pas ce côté ludique-là, quand elle va me dire ça, je suis pas sûre, je vais prêter attention à ce qu'elle va me dire. Mais si c'est quelqu'un que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, je ne vais pas accorder d'importance à ces gens-là. Ils ne me connaissent pas. Ils n'ont aucune idée de qui je suis, de c'est quoi mon background. Et c'est ça un peu, c'est que quand on accorde de l'importance aux gens, euh, on leur laisse le droit et le crédit de porter un jugement sur une vie qu'ils ne connaissent pas. C'est assez grave comme façon de faire, je Ouais, trouve. ouais, ouais. Mais ça demande aussi de savoir rester centré sur soi, justement, et d'être bien ancré, d'être bien confiant aussi en ce que l'on est. Et c'est vrai que c'est un travail de tous les jours finalement. Et j'aime bien aussi ce que tu partages avec nous, c'est petit à petit, à petite dose, tu es sorti de ta zone de confort avec une pièce de vêtements, etc., etc. Et finalement, au fur et à mesure, ça a été de plus en plus facile pour toi, juste Oui, d'exprimer qui tu étais. oui, beaucoup plus facile et de plus en plus libérateur. Hmm. Plus on se pousse hors de cette zone-là, plus on a l'impression qu'on est affranchi de ça. Maintenant, je le sais, là, je suis très consciente qu'il y a encore des jugements. Moi, dans la vie, je suis coach en affaires, mais je préfère dire que je suis une experte en paillettes. C'est drôle parce que je le sais très, très bien qu'il y a des gens qui vont me dire des commentaires ou qui vont passer des commentaires sur qui je me prends, puis pourquoi je fais ça. Mais je pense que quand justement on est tellement ancré dans ce qu'on est, puis sur notre mission, moi, ma mission, c'est pas de plaire aux gens qui m'aimeront pas, là. Ma mission, c'est d'inspirer des femmes qui ont la même folie que moi, puis qui ont envie, en fait, de partager cette vision de la vie que moi j'ai, comme moi. Ben, c'est à eux autres que je m'adresse. Les autres, je pourrais jamais les convaincre. Je serais très, très sobre. J'aurais une petite coupe carrée. Je parlerais pas très fort. Je m'habillerais de façon très conventionnelle. Puis je ne plairai pas à tout le monde de toute Ouais. façon. T'sais, au moment où on comprend qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde, peu importe. Céline Dion qui a un talent
extraordinaire. Il y en a encore des gens qui vont trouver le moyen de dire que Céline Dion n'a pas de talent puis elle chante mal. C'est toujours une question de perception, puis c'est toujours de savoir est-ce que moi j'ai envie de donner du temps et de l'énergie à ces gens-là? La réponse est non. Ok. Donc en fait, en restant authentique, ça te permet et ça t'a permis d'attirer les personnes qui partagent la même conception de la vie que toi. Complètement. Moi, depuis 2 ans maintenant, je me rends compte, premièrement, il y a eu un ménage extraordinaire qui s'est fait autour de moi. Des gens négatifs, j'en ai pratiquement plus, ou en fait, j'en ai plus, vraiment. J'ai beaucoup travaillé dans mes relations personnelles, de savoir, OK, est-ce que cette personne-là, ça me convient? Pas que c'est une bonne ou une mauvaise personne, c'est vraiment pas ça. C'est est-ce que pour moi, cette personne-là me convient? Puis la réponse a été non dans beaucoup de cas, en fait, dans mes amis ou dans mes relations personnelles. Et maintenant, je le remarque, je n'attire que des gens qui sont comme moi, qui sont pas pareils, mais qui ont la même façon de penser, qui sont un peu foufou, qui trouvent que la vie, ça doit pas être comme ça, comme ça, comme ça, qui doit avoir une espèce de liberté dans notre façon d'être. J'attire des gens extrêmement authentiques, vraiment. Puis c'est ce que je me rends compte, c'est ça que je veux dans ma vie. Moi, je veux pas des gens qui vont tout dire toujours comme tout le monde pour faire plaisir. Non, t'es pas d'accord, tu peux le dire, on a le droit de discuter, on a le droit d'avoir une belle, de beaux échanges, mais je pense qu'effectivement, c'est des gens foncièrement positifs que j'attire. Et plus on va dans cette authenticité-là, il y a notre instinct qui embarque beaucoup. Donc, l'instinct de savoir justement bien s'entourer, mais l'entourage au complet, les personnes changent. C'est extraordinaire. Quand on va là-dedans, c'est assez fou comme résultat. Hmm. Et alors justement, qu'est-ce qui t'a amené à, 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 à vouloir finalement oser être qui tu étais? Quel a été ton calling, enfin le signal, hein, ta prise de conscience ou qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui? Moi, c'est ma crise de 30 ans. J'ai eu 30 ans il y a maintenant proche de 4 ans. Et à 30 ans, je me suis rendu compte que je m'étais beaucoup oubliée. J'ai eu mes enfants dans la vingtaine et j'étais une maman extraordinairement bonne. Puis là, je me lance beaucoup de fleurs, mais j'étais une maman présente, là pour ses enfants. Je m'empêchais de faire mille et une choses parce que j'avais les enfants. Et jusqu'au jour où j'ai réalisé que je n'étais qu'une maman. Et là, la partie ambitieuse de Mélissa, puis la partie justement qui est comme un peu, on appelle ça tout croche au Québec, qui est un peu comme, qui sort du Hmm. cadre, je l'avais complètement mis de côté, complètement, par souci, parce que moi, j'ai eu quand même mes enfants assez jeunes, j'ai eu mon premier à 21 ans, et là, je voulais tellement prouver à tout le monde que c'est pas parce qu'on a un enfant à 21 ans qu'on est une mauvaise mère. Donc, je m'étais mis une pression incroyable. Et j'ai oublié l'essence même, j'ai oublié qui j'étais. Donc, mes enfants, c'est sûr que je les aime, je les adore. Si je fais ce que je fais aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour leur montrer à quel point il faut aller dans cette direction-là. Sauf que maintenant, je me permets d'être qui je suis. Donc, je suis pas parfaite. J'ai envie parfois de faire des folies, puis je vais le faire. J'ai envie de partir en voyage, je vais le faire. J'ai envie de faire ce que j'aime profondément à tous les jours, même si ça ne cadre pas avec ce que la société attend de nous. Moi, je peux travailler le lundi soir de 9 heures le matin jusqu'à minuit le soir et le lendemain prendre un congé. Je vais vraiment arranger ma vie en fonction de ce que j'ai envie. Mais ça a été réellement l'élément déclencheur de me dire, si les 30 premières années ont passé aussi vite que ça et que je n'ai pas accompli encore ce que je voulais accomplir, les 30 prochaines années vont être aussi vite. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et faire ce que j'avais envie passait en premier par être ce que je suis Hmm. complètement. Donc aujourd'hui, c'est oui, c'est Mélissa adolescente. En fait, c'est en version améliorée, en version plus mature, en version plus réfléchie. Mais je suis revenue à ce que je voulais vraiment. Dans ma tête, dans ma vision d'avenir de ce que devait être la vie, c'est pas mal ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et alors, comment tu arrives, et pour toutes les mamans qui nous suivent, comment tu arrives à concilier à la fois 4 enfants et, et ton business? Ça prend, ça prend beaucoup. Non, ça prend en fait, premièrement, moi, j'ai jamais l'impression de travailler. Honnêtement, je fais tellement ce que j'aime à tous les jours. Je prends que des mandats que j'aime beaucoup. C'est sûr que j'essaie d'arranger l'horaire en fonction de l'horaire de mes enfants, donc au niveau du travail et tout. J'ai une très belle liberté qui fait en sorte que je ne travaille pas les vendredis.
j'envoie mes enfants, bon, ils vont à l'école, mais mon plus petit est à la garderie encore et je l'envoie de 3 à 4 jours semaine. Ça prend un entourage extraordinaire. J'ai la chance d'avoir des parents qui sont là, qui viennent Mmh. m'aider, qui comprennent à quel point, bon, il y a des semaines que c'est fou, puis je suis vraiment très, très occupée, puis d'autres semaines, c'est plus tranquille. Donc, mes parents vont venir me donner un coup de main. Ça prend quand même une organisation au niveau bon, des repas. Maintenant, j'ai abandonné l'idée que moi, je fais des repas dans la vie dans la semaine, j'ai pas le temps. Maintenant, j'ai un traiteur qui vient, qui me coûte un petit peu plus cher que faire l'épicerie, mais Caroline, que j'ai une liberté d'esprit de ne pas faire les soupers puis d'être complètement avec les enfants. Et c'est il y a toujours une question que je me pose parce qu'on se fait dire beaucoup au Québec, tu peux pas tout avoir. C'est impossible de tout avoir en même temps, tu peux pas tout avoir. Et moi, la question que je fais, c'est comment est-ce que je peux avoir les deux? Comment est-ce que je peux tout avoir? Donc, je pars en conférence assez régulièrement, comme là, dans 2 semaines, je vais être à Montréal, qui est environ à 2 heures de chez moi. Bien, j'emmène les enfants. J'ai une amie et une adjointe qui vient avec moi, qui s'occupe des enfants pendant que je fais ma conférence, sauf que les enfants, je leur fais découvrir ce mode de vie-là. Eux, ils partent à l'hôtel, ils vont à la piscine pendant que Bien. maman fait sa conférence. Et ça ne cadre pas avec le modèle Mmh. normal. Mais finalement, c'est quoi le modèle normal? Pour mes enfants, la semaine passée, justement, on était en conférence à Québec et mon fils de 11 ans, on est à l'école, on est à la piscine et il manque de l'école le matin. Donc, je leur ai fait manquer de l'école le matin. Et il me dit, tu sais, maman, on est vraiment chanceux, hein? Je dis, ah oui, pourquoi, Victor? Il dit, ben, parce que là, on est à la piscine, tout le monde est à l'école. Puis il dit, c'est rare que les enfants peuvent vivre des moments comme ça. Puis je me suis dit, ils manqueront pas de l'école à toutes les semaines. Mais je pense qu'en tant que maman, c'est aussi mon rôle de leur montrer qu'il y a pas le modèle qu'on connaît conventionnel peut être bon pour quelqu'un, mais peut aussi ne pas être bon pour quelqu'un. Puis il y a autre chose qui existe. Donc, de cette façon-là, moi, ça me réconforte beaucoup aussi dans mon rôle de maman, c'est qu'ils viennent voir qu'est-ce que je fais. Puis je les amène dans mon univers avec moi. Je pense que c'est la seule façon de concilier le travail-famille, c'est que tout le monde soit au courant de voici mon univers et comment est-ce que maintenant on peut faire amalgamer tout ça, donc tous les intervenants dans ma vie. Mmh. Mais ça prend un bon groupe. Moi, je suis monoparentale, donc je suis toute seule pour. Ils ont leur papa qui vont voir régulièrement, mais je suis toute seule avec les enfants, donc ça prend vraiment, ça prend des bonnes amies, ça prend des bons parents qui vont venir me donner un petit coup de main parfois. Mmh, bravo en tout cas, hein. Tu as utilisé tout à l'heure le mot ambitieuse. Oui. Et alors, j'ai pas rebondi de suite, mais j'aimerais quand même rebondir sur ce mot parce que c'est vrai que, alors je ne sais pas au Canada, mais en tout cas en France, femme ambitieuse, ça a plutôt une connotation négative, dans le sens où peut-être que les femmes ne s'autorisent pas finalement à être ambitieuses. Donc, quel est ton point de vue sur ce sujet? En fait, on n'attend pas des femmes qu'elles soient ambitieuses. Je pense que ça commence à changer. En tout cas, j'ose espérer. Ou peut-être que je vis dans un monde complètement parallèle, là. Moi, je côtoie tous les jours des femmes ambitieuses. Mes clientes, c'est des femmes ambitieuses. On a toujours le paradoxe, on a toujours la peur de l'ambition ne va pas avec le fait d'être une maman. Au-delà d'être une femme ambitieuse, je pense qu'être une mère ambitieuse, c'est peut-être là qui est le décalage entre les deux. Encore là, c'est une question de perception. Moi, mon ambition ne me freine pas. Mon ambition me permet de voir grand, de faire des trucs qui sont parfois démesurés. Mais quand je le ramène avec mon côté maman, mon ambition me permet de partir avec mes enfants à l'étranger, de me dire que dans quelques mois, je vais partir en conférence en Europe. Je vais emmener mes enfants avec moi parce que j'ai envie qu'ils découvrent l'Europe, j'ai envie de leur faire vivre ça. Et en tant qu'enfant, s'ils peuvent déjà savoir que ça existe, ce côté-là de la vie existe, tu as le droit d'avoir une carrière à la hauteur de tes rêves, ben, moi, ma mission en tant que maman va avoir été faite parce que ma job, mon travail, c'est de leur montrer comment tu peux être heureux dans la vie. Il y a plusieurs façons, mais tu peux trouver la tienne et il faut qu'on découvre plusieurs trucs. Et pour moi, l'ambition, c'est très positif parce que l'ambition, ça permet de s'accomplir, ça permet de te découvrir complètement. Puis je pense que la journée, ben en fait, les journées où je l'ai mis de côté, c'est là où j'étais le plus malheureuse. Quand j'ai essayé de faire taire ce côté ambition-là, puis de me dire, ben non, c'est correct que moi, que le samedi, à tous les samedis, je regarde des films, puis je mange du popcorn, puis que le lendemain, on répète la même chose, puis de me convaincre que je suis heureuse.
Ben non, je l'étais pas. C'était pas ça. Moi, je me disais, je veux partir, je veux m'en aller, je veux faire mille et un trucs. Et c'est dans ces moments-là où je connecte le plus avec moi. Donc, on montre à nos enfants, tu sais, sois bon à l'école, applique-toi à l'école, tu peux faire ce sport-là, tu peux faire tu peux apprendre cet instrument-là. On leur montre à développer leur ambition et on la freine plus tard en se disant, faut pas trop en demander. Faut pas que tu déplaces trop d'air, faut que tu sois tranquille. C'est un non-sens. L'ambition, quand elle est bien utilisée, moi, je vois on prend un exemple de Oprah Winfrey, ou tantôt je parlais de Céline Dion, c'est des femmes qui ont eu une ambition démesurée. Est-ce que c'est négatif? Pas du tout, ça les a amenées là où elles sont. Et c'est des femmes qui redonnent tellement, qui redonnent à la société, qui redonnent à des causes, qui redonnent à leur entourage. Céline Dion, chez nous, c'est un exemple de générosité parce qu'elle donne à des causes très importantes, mais on la voit aller avec sa famille. On voit que finalement, c'est un rêve d'une famille au grand complet qui est réalisé, puis c'est l'ambition qui a fait ça. Donc, tu sais, c'est comme l'argent. Hein. L'argent, on pense que c'est très négatif. C'est notre perception à nous. Si on en fait une perception négative, forcément, ça devient négatif. Mais si c'est positif, pourquoi pas? Hmm, très beau en tout cas. Merci. Je voulais en profiter pour te demander, donc tu as quand même un parcours très inspirant par rapport au business que tu as développé et notamment par rapport à la persévérance. Donc j'en parlais dans l'introduction qui est devenue finalement ta marque de fabrique. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus et nous donner peut-être des billes sur cette persévérance? Parce que quand on prend notre vie en main, c'est vrai que quand on voit ceux qui ont pris leur vie en main, on voit le résultat, mais on voit pas ce par quoi ils sont passés et on oublie ces Non. petits détails. Donc voilà, juste nous parler de cette persévérance, de cette qualité qui va justement nous permettre à la fois d'oser se lancer, mais aussi d'oser perdurer sur cette voie. En fait, moi, je transforme la persévérance. Je dis toujours que ce n'est pas une qualité. Mm. On ne vient pas au monde persévérant ou non persévérant. La persévérance, c'est un choix. Quand tu changes ça, quand tu changes complètement ton état d'esprit en disant, tu as toujours le choix. Comme dans n'importe quoi dans ta vie, tu as toujours le choix. Tu as le choix d'être qui tu es, tu as le choix d'être une personne qui va plaire à tout le monde, mais finalement, toi, tu ne seras pas heureux. Tu as le choix d'être heureux en amour, tu as le choix d'être malheureux en amour. Tout ce qui t'arrive, c'est le résultat de tes choix à toi. Et la persévérance, c'est un choix. C'est que tu dois continuer ou t'abandonnes. Et ça, je l'ai compris sans nécessairement savoir. C'est que j'ai tout le temps été comme ça. J'étais petite, puis j'étais comme ça. J'organisais des projets ou j'organisais des spectacles. Puis tout le monde me disait, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Et moi, dans ma tête, c'était même pas une réflexion, c'est ça va fonctionner. Je choisis volontairement que ça fonctionne. J'ai toujours agi comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas par des moments de découragement ou des moments de j'abandonne tout, puis ça ne fonctionnera pas, puis de toute façon, il n'y a rien de bon qui arrive. Ça va m'arriver, là, moi aussi, sauf que je reviens toujours à tu as le choix. Continue ou t'abandonnes. Mais je sais maintenant par expérience que quand tu abandonnes, viennent des regrets. Puis des regrets, dans mon cas, moi, c'est pas acceptable. Je n'ai pas envie d'avoir des regrets. Puis je vois tellement de gens qui ont des regrets puis qui se disent j'aurais donc dû faire ça ou un jour je vais faire ça, mais là, pas tout de suite. Et moi, ça ne fonctionne pas parce que tu ne sais pas de quoi est fait demain. Donc, à partir du moment où tu comprends je ne sais même pas si demain matin, je vais être encore ici parce qu'il pourrait m'arriver n'importe quoi ce soir, bien à ce moment-là, je dois faire le choix conscient de je continue, puis je vais au bout de mes rêves, puis je vais au bout de mes projets. Et quand on insuffle ça dans sa philosophie de vie, donc de se dire, j'ai le choix aujourd'hui, j'y vais ou j'y vais pas, ça change complètement. C'est vraiment pas une qualité. Tu sais, le bébé qui va marcher, qui apprend à marcher, il sait pas, lui, s'il est persévérant ou pas. Là. Il a aucune idée. Il sait pas trop si ça fait partie de son bagage, mais ce qu'il sait, c'est que quand il tombe, il se relève. Et ça se fait. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève. On n'est pas encore contaminé par le monde extérieur. Donc, nous, pourquoi est-ce qu'on se laisse contaminer? C'est qu'il y en a qui nous disent que ça ne fonctionnera pas. Puis il y en a qui essaient, des grugeurs d'énergie, qui essaient de nous dire que n'importe quoi fonctionnera pas. Puis finalement, la décision finale t'appartient à toi. Je pense que ça, c'est une notion, justement, c'est des gens que j'ai arrêté de fréquenter parce que ça, j'étais plus capable de ouais, mais tu sais, c'est pas de ma faute, mais moi, je suis pas heureux là, puis je suis pas heureux dans mon travail, puis je suis pas heureux dans. Puis moi, je me dis tout le temps, tu as tellement le choix concret. Tu as de la peine, tu es triste, tu as même ce choix-là de dire c'est assez.
j'en ai plus de peine, j'en ai plus de tristesse ou je vais essayer de la tourner en positif. Dans mon parcours, en fait, dans ma dernière année, ça a été beaucoup ça. Je me suis séparée l'an passé. Et moi, c'est avec mes enfants. De ne pas avoir mes enfants 7 jours sur 7, là, c'était. Il n'y a pas de mots. Il y a des jours, il y a des soirs là, où je pensais vraiment mourir de chagrin, là, tellement que j'avais de la peine. Jusqu'au jour où j'ai compris, c'est moi qui est responsable de cette peine-là. Donc, ça ne veut pas dire que ça l'efface complètement, mais maintenant, aujourd'hui, je choisis consciemment, comme j'ai choisi consciemment ma séparation, que la peine, je la mettais de côté, puis que je continuais, puis j'avançais. Donc, dans toutes les sphères de notre vie, on a le choix sur tout. Il y a des éléments extérieurs qui viennent parfois contrecarrer ces plans-là, mais encore là, c'est à nous de faire les bons choix qui vont suivre ces plans-là. Wow, super. Et par rapport justement à toute ton activité professionnelle et ton parcours professionnel, donc est-ce que tu as des exemples justement à nous donner de cette persévérance? Oui, ben, en fait, ma première entreprise, dans ma première vie, j'ai eu pendant 15 ans une école de musique. Moi, il faut comprendre que je viens de Shawinigan, au Québec, qui est une toute petite ville d'environ 50 000 habitants. C'est loin des grands centres. On est à 2 heures de route de Montréal, à environ 2 heures aussi de Québec. Donc, on est loin des grands centres. On est loin du show business. Et moi, ce que je voulais, c'était de travailler avec des artistes et pas n'importe quel. Je voulais travailler avec les plus grands artistes. Donc, chez nous, on a Marie-Mé, qui est une chanteuse très, très connue. On a Marc Dupré, qui est le gendre de Céline Dion. On a Sugar Sammy, qui est un humoriste qui est connu sur la scène mondiale. Et ce sont tous des gens avec qui moi j'avais envie de travailler, mais qui m'ont dit non. Quand je les ai approchés, il faut comprendre que j'ai une école avec des jeunes, donc des ados, des enfants, à 2 heures de route de Montréal. C'est pas nécessairement sur leur plan de carrière de venir à Shawinigan. Et à force de persévérance, en fait, et de créativité, parce que quand quelqu'un nous dit non, moi, je trouve que c'est toujours une opportunité, en fait, de changer ça de façon créative et de trouver une autre façon de se faire dire oui. Alors, c'est des artistes qui m'ont dit non 3, 4, 5, 10 fois non pour finalement me dire oui et venir à Shawinigan, venir partager la scène avec mes élèves. On a connu justement Sugar Sammy qui voulait rien savoir de venir à Shawi. Et finalement, quand il est venu faire un spectacle bénéfice pour mes élèves et c'est 25 000 qui ont été remis à mon école. On a acheté des instruments, on a aménagé un nouveau local. Euh, c'est sûr que quand on fait preuve de persévérance, c'est pas nécessairement 25 000 qui nous tombent du ciel comme ça toutes les fois, mais c'est là qu'arrivent des belles choses. Et on m'a tellement dit, en fait, toute ma vie, moi, je me suis fait dire que ça ne fonctionnerait pas, là, que mes projets ne marcheraient pas, que je rêvais en couleur, que je rêvais trop grand. Alors, cette école-là, il y a tellement de gens qui m'ont dit que ça va passer, c'est un petit passe-temps, tu vas faire d'autres choses. Puis finalement, je l'ai rendu où est-ce que ça s'est rendu. Et pour ma deuxième carrière, donc Payette Inc., qui sur papier est une idée complètement folle, de dire que je vais aller à l'étranger, de dire que je vais faire des conférences à Paris, c'est complètement absurde. Et finalement, à force de persévérance, ben, on est en train de se parler parce que tu m'as connu dans un événement. Donc, tu sais, je pense que c'est ça, c'est de te construire. Il y a quelque chose que j'ai lu en fin de semaine qui disait tu peux écrire ton histoire de A à Z. Et ça m'a vraiment accroché parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Présentement, en tout cas, moi, que je vis et que je vois d'autres personnes autour de moi, tu peux écrire l'introduction, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 38, si tu veux. C'est toi qui vas décider de ta vie finalement. Ah, c'est beau. Et ça m'amène à la question fil rouge, justement, la question que je pose à tous les intervenants. Donc, qu'est-ce que prendre sa vie en main pour toi et comment cela se traduit au quotidien pour toi? Prendre sa vie en main, c'est prendre complètement la responsabilité de ta vie. Même si je suis quelqu'un de, bon, je suis un peu extravertie, puis c'est un peu foufou, puis loufoque et tout, j'ai quand même une part responsable très, très importante que je prends de plus en plus. Puis prendre la responsabilité de sa vie, c'est pas très sexy, là. Sur papier, c'est assez beige et ordinaire, mais c'est complètement ça. Tu as le choix de te lever un matin puis de faire une journée extraordinaire ou tu as le choix de te lever le matin puis de passer une très mauvaise journée. Tu es responsable de tous tes actes. C'est pas vrai que c'est la faute de ton ex-conjoint, c'est pas vrai que c'est la faute de ton travail ou de tes amis ou de ta famille ou de ta vie si ça va pas bien. Il y a des éléments qui ne t'aident pas. Il y a des gens qui partent avec 2 prises, là. Déjà, ils ont peut-être pas eu une bonne famille ou ils ont peut-être pas eu de bonnes valeurs enseignées, mais encore là,
tu es responsable. Tu ne deviens pas ton environnement, c'est toi qui crées ton environnement. Quand tu comprends ça, malgré toutes les difficultés qui peuvent arriver, tu sais, le fameux pourquoi moi, tu sais, pourquoi ça m'arrive à moi? Non, c'est si ça t'arrive, il y a une raison. La raison à ça, c'est que tu vas apprendre à quelque part. C'est sûr qu'il va y avoir une leçon que tu vas retenir, mais il y a quelque chose qui t'arrive pour une raison. C'est à toi de le trouver pourquoi, puis de le faire, je pense, de le tourner en positif. Des éléments négatifs, j'en ai eu, je vais en avoir encore. Si je m'apitoie sur ces éléments négatifs-là, puis de dire c'est de la faute de tout le monde, ben je suis pas en train d'être en pleine possession des moyens, puis je suis pas dans mon plein potentiel. Si ces éléments négatifs-là arrivent, que je n'ai pas de contrôle, le seul contrôle que j'ai, c'est de comment je vais réagir face à ces événements-là, puis de les tourner pour que ce soit positif pour moi, parce qu'au bout du compte, si je le rumine toujours en négatif, c'est pas aux autres que je fais du mal, c'est à moi, tout le temps. Donc, à partir de là, j'ai pas vraiment envie de me faire du mal. Hmm. Ok, très bien. Super, Mélissa. Merci, merci, merci beaucoup pour toutes les perles que tu as partagées avec nous, pour cette belle énergie, cette Ça me fait inspiration plaisir. sur ce sommet. Et puis, bah, on se dit à très bientôt. Oui, absolument. Au revoir, Mélissa. Bye bye. Alors, avec Mélissa, nous aimerions connaître les points clés que vous avez retenus de cette intervention et aussi savoir ce que vous allez mettre en place dès maintenant dans votre quotidien. Alors, par rapport au récapitulatif de cette intervention, donc pour faire briller votre potentiel, il y a deux choses. D'une part, c'est de trouver votre paillette, donc ce qui fait votre singularité, ce qui vous rend unique, ce qui aussi vous fait briller. D'une part, donc ça demande bien sûr de bien se connaître, de connaître vos forces, vos atouts, les points sur lesquels vous pouvez vous améliorer et aussi de pouvoir aller dans votre authenticité, donc savoir être authentique, enlever tous les masques que l'on porte au quotidien. Donc ça, c'est une première chose, de trouver notre paillette, mais une fois qu'on l'a trouvée, il s'agit aussi d'oser l'exprimer au monde. Donc par rapport à ça, c'est oser vous confronter au regard des autres. Donc là, effectivement, Mélissa nous le dit, plus vous allez oser vous confronter au regard des autres et plus petit à petit ce regard des autres aura moins d'effet sur vous. C'est aussi se poser les bonnes questions. Finalement, à quoi on accorde le plus d'importance? Est-ce que c'est par rapport à notre propre regard sur nous-mêmes ou finalement le regard de personnes qu'on ne connaît pas forcément? Ensuite, ajoutez une touche de ludique dans votre vie. Donc ça, c'est vrai que Mélissa, moi qui la suis sur sa page Facebook, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Effectivement, la dimension ludique de la vie, ce qui permet à un moment donné de passer outre la peur du ridicule. La stratégie des petits pas, évidemment, vous n'allez pas faire tout ça, vous n'allez pas sauter, franchir le cap d'un coup et faire un grand bond en avant. Donc c'est vraiment toujours petit à petit repousser vos limites. Alors ce que j'aime bien par rapport à l'intervention de Mélissa aussi, c'est donc cette notion de persévérance et surtout quand elle dit que ce n'est pas une attitude mais un choix. Donc ce qui veut dire que nous pouvons tous faire le choix de la persévérance, il suffit juste de le décider. Et ensuite, ce que j'ai bien aimé par rapport à l'authenticité aussi, ce qu'elle a dit à un moment donné, c'est qu'en restant authentique, elle a su attirer des gens qui lui correspondaient davantage. Donc ça peut vous donner euh, une raison valable d'aller oser être authentique et d'enlever tous vos masques. Voilà. Pour le challenge, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aller collecter vos moments paillettes, pour reprendre la thématique, d'aller voir un petit peu dans votre passé, mais vous pouvez aussi le faire pour les moments actuels et à venir, d'aller voir toutes ces situations où à un moment donné vous avez eu peut-être un problème, un obstacle à dépasser, ou quelque chose qui fait qu'à un moment donné vous avez osé briller, vous avez osé exprimer votre paillette. Vous avez fait quelque chose qui fait qu'à un moment donné, voilà, vous pouvez qualifier ce moment de paillette. Donc, allez illustrer vraiment donc la situation, l'obstacle, le problème, quelle était la difficulté rencontrée et qu'est-ce que vous avez mis en place, quels ont été les résultats et finalement qu'est-ce que vous avez appris de cette situation. Voilà, donc répertorier le plus possible de moments paillettes que vous avez eus, ça va jouer un petit peu sur votre confiance en vous aussi.
Et donc, je vous invite à faire ce challenge. Donc, vous trouverez le détail dans le mini-guide. Donc, nous arrivons à la fin de cette intervention. N'hésitez pas à aller commenter sur le groupe du sommet. N'hésitez pas à aller interagir avec les autres participants du sommet. Pour ma part, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à la prochaine interview. Au revoir.